Je vous remercie d'être venus si nombreux pour m'écouter parce que l'âge du bronze, je sais bien, c'est pas une période qui est très connue, qui est forcément très facile. Et les dépôts d'objets métalliques non funéraires de l'âge du bronze, c'est quand même le grand sujet, le cœur de beaucoup de recherches actuellement. Donc, dans le cadre de cette conférence, nous aurons un cadre géographique. Donc, grosso modo, ça va être l'Europe, avec quelques petites embardées ailleurs. Nous aurons un cadre chronologique qui ne sera pas que l'âge du bronze. On va remonter un petit peu avant et on va peut-être descendre de temps en temps un peu après. Mais globalement, c'est l'âge du bronze. Et puis, voilà. En gros, la période qui va nous intéresser beaucoup correspond à ce graphisme-là, qui vous donne une idée quand même assez précise d'abord de la masse de dépôts et d'objets métalliques connus pour l'âge du bronze et, en France. Et que en France. C'est-à-dire qu'on peut multiplier ça vraiment par quasiment 100 pour avoir une bonne idée de l'ampleur de ce que c'est que les dépôts de l'âge du bronze. Il y a des régions qui sont plus riches encore que nous en dépôts métalliques, ce qui fait qu'on compte en dizaines de tonnes, peut-être même en centaines de tonnes de la production de métal. C'est absolument impressionnant pour cette période quand on considère qu'on n'a que la partie émergée de ce qui a été produit, le reste ayant été refondu ou n'ayant pas encore été retrouvé. Donc nous irons donc du néolithique jusqu'à la fin de l'âge du bronze avec un petit bout sur l'âge du fer. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que c'est vraiment un grand sujet d'actualité. Les dépôts métalliques, depuis quelques années, sont au cœur de très très nombreuses recherches de l'âge du bronze et ont considérablement renouvelé le regard que l'on pouvait avoir de cette période. Elle est vraiment au milieu de très nombreuses problématiques. Et pour ce qui nous concerne et nos collections de musées, les dépôts de l'âge du bronze sont vraiment le cœur, le fondement même de la plupart des grandes collections de musées. Et par ailleurs, comme vous le voyez sur ce schéma, l'âge du bronze, depuis quelques années, est l'objet de toutes les grandes expositions qui ont lieu en région. J'espère qu'on en aura une grande bientôt à Paris sur ce sujet, parce que beaucoup de choses sont encore à dire, avec à chaque fois quand même des termes, une terminologie qui m'a l'air très intéressante. On parle de trésors, ou on parle de bric-à-brac. On est vraiment aux antipodes de la notion. Et puis, entre les deux, quand on ne sait pas très bien comment les signifier, on appelle ça des offrandes. Mais vous voyez un peu là, dans ces différents titres, toute la problématique concernant cette question des dépôts. Alors, je commence par cette phrase d'Albert France-Lanor qui est citée par Jacques Briard dans sa thèse sur les dépôts armoricains parce qu'elle me semble tout à fait pertinente et tout à fait adaptée pour notre sujet aujourd'hui. Il est plus intéressant dans l'immédiat de fouiller dans les réserves de musées que sur le terrain. Les chances de succès sont bien plus certaines. Je vous laisse méditer un moment cette phrase. Et c'est vrai que pour nous, Oman particulièrement, cette phrase est pour les dépôts particulièrement sensée, porteuse de nombreuses significations. Elle est particulièrement adaptée à la problématique des dépôts parce que ceux-ci sont majoritairement conservés dans les musées et qu'il ressort donc en priorité pour ceux qui les étudient de revenir à la source, à l'objet pour comprendre cette notion de dépôt. Au gré des avancées, des techniques d'analyse, parce que, et vous l'avez sans doute noté, il reste beaucoup à faire encore pour comprendre ce phénomène, revenir à l'objet, revenir aux collections de musées est essentiel. Donc on est, nous, là, ici, au MAN, décidément très concernés par ce sujet des dépôts. Alors, ça peut même être un peu considéré comme un biais de la recherche, parce que les collections de l'âge du bronze, notamment les nôtres, se sont essentiellement constituées à la fin du XIXe siècle, avant l'archéologie préventive, avant les diagnostics systématiques par tranchée, comme on fait aujourd'hui, avant les sondages représentant
une ouverture de 5 à 7% des terrains, et avant la découverte de toutes ces dernières années qui nous ont ouvert à une connaissance de l'habitat de l'âge du bronze, de la vie à l'âge du bronze, tout à fait étonnante et qui rend compte tout d'un coup de la vie de 90% des populations de l'âge du bronze. Et les fermes de l'âge du bronze que l'on découvre en contexte d'archéologie préventive sont des fermes dans lesquelles il n'y a quasiment pas de métal. Le métal de l'âge du bronze, on le trouve en dépôt, beaucoup, mais on ne le trouve pas en contexte d'habitat. Pourquoi ? Parce que le métal est recyclable, sans doute, d'une part, et parce que cette notion de dépôt, ces objets, cette masse gigantesque de richesse, le métal c'est une richesse déjà à l'époque, a du sens pour ces sociétés qu'on a du mal à saisir, mais qui est au cœur de la compréhension de comment ont vécu ces populations. Donc, les collections de l'âge du bronze dans les musées se sont constituées à la fin du XIXe siècle, à un moment où les premiers antiquaires, ce qui dans ma bouche n'est absolument pas péjoratif, sillonnaient la France pour retrouver les traces du passé. Et les dépôts de bronze dans ce contexte-là qui sont mis au jour durant cette période florissante dont parle beaucoup Corinne Jouisse-Barbelin, qu'elle connaît très très bien, la plupart des dépôts de nos collections ont été signalés à ces érudits de la carte archéologique des Gaules. Ils ont été parfois signalés aux curés, ils ont été signalés aux correspondants, aux membres de sociétés savantes, et toutes ces collections, tous ces dépôts découverts parce que l'agriculture à la fin du XIXe siècle commençait à être beaucoup plus mécanisée, ou en tout cas dynamique, tous ces dépôts sont arrivés dans les musées massivement. Et ils sont arrivés massivement en quelques dizaines d'années, entre 1860 et 1900 quasiment. La plupart de nos collections sont constituées ici au MAN. Donc c'est quand même une période assez considérable. Et concernant des collections qui ont été étudiées mais rapidement, vues rapidement, et dont il y a encore beaucoup de choses à dire. Ces collections de l'âge du bronze, dans les musées, elles ont fondé la chronologie de l'âge du bronze européen. Ce n'est pas les outils de pierre, ce n'est pas l'étude de la céramique qui a fondé l'âge du bronze, en tout cas les études de l'âge du bronze au XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'est essentiellement les dépôts métalliques. Donc ça vous rend compte déjà de l'importance de ces collections. Le problème, c'est que la plupart de ces dépôts métalliques ont été découverts souvent sans qu'on ait une bonne connaissance de leur contexte. Et aujourd'hui, on a les moyens d'éventuellement mieux comprendre les dépôts parce qu'on comprend mieux le contexte de leur découverte. On a en fait globalement 3 sources de connaissances pour les dépôts de l'âge du bronze. On a les collections 19e et 20e des musées, très importantes, majoritaires, je vous l'ai dit. On a les découvertes de dépôts en fouilles préventives, il y en a, elles sont rares, mais quand il y en a, elles sont extrêmement instructives pour nous. On en verra quelques-unes là. Et puis on a, ce qui est aujourd'hui un peu un fléau, toutes les découvertes en contexte de prospection ou de découverte fortuite. Et parfois en contexte de prospection clandestine, c'est-à-dire au détecteur de métaux, avec, vous savez, les risques que l'on a aujourd'hui de perte de connaissances, de données qui vont avec et qui sont assez terribles. J'ai des collègues qui ont effectué quelques calculs, quelques extrapolations, et on pense quand même aujourd'hui qu'il y a sans doute 60 à 70% des dépôts de l'âge du bronze découverts en prospection clandestine qui nous échappent, dont on n'a aucune connaissance. Donc, et ce qui se passe est assez grave parce que ces prospections clandestines, elles explosent un peu partout. Tout le monde, beaucoup de gens se baladent avec leurs détecteurs sans avoir forcément toujours conscience du mal qui peut être fait en déterrant des choses sans faire attention à la façon dont ces choses s'inscrivent dans leur contexte archéologique. Donc ça c'est un vrai souci pour nous et qui impacte très fortement les études sur l'âge du bronze, puisque une grosse partie de notre outil de travail, c'est le matériel métallique, celui justement qui va être éventuellement déterré par les prospecteurs clandestins et partir dans des réseaux où on ne le verra plus. Voilà. Donc ça, je voulais vous alerter un peu, au moins rapidement, sur cette question, parce qu'elle me paraît assez problématique.
Alors, quand on étudie l'âge du bronze et quand on étudie les dépôts de l'âge du bronze, la première chose à faire, la première chose qui s'impose aux étudiants, aux chercheurs et aux conservateurs, c'est regarder les objets de très près. Les études micro concernant ces objets de l'âge du bronze nous ont énormément appelé sur ce que l'on appelle aujourd'hui la biographie d'un objet. La vie d'un objet qui peut être retracée, parce que les objets, vous savez bien, ils naissent, ils sont produits, ils vivent, ils sont utilisés, ils ont une façon parfois, des usages qui sont des usages normaux, puis il y a des usages qui sont moins normaux. Et ça, en les regardant de près, on peut avoir une idée de cette question-là. Ils vieillissent. Certains sont marqués par l'usage, par l'usure, et cette usure et ces marques ces traces d'usage sont essentielles pour nous. Certains sont transformés, ils vivent plusieurs vies, et les objets meurent, ils sont jetés, et alors pour le métal, ils peuvent être recyclés, c'est-à-dire disparaître complètement et être transformés en un autre objet, ce qui rend la problématique pour nous assez complexe. Et donc il y a autour de l'objet toute une école actuelle d'études taphonomiques qui permet de comprendre pourquoi, par exemple, ces objets ont été tordus, pourquoi est-ce qu'ils ont été cassés volontairement, pourquoi est-ce que cet objet qui manifestement n'a jamais été utilisé a pourtant été transformé et jeté dans un dépôt sans qu'on ait vraiment une idée réelle du sens que ce geste pouvait avoir. Donc tout ça fait partie des études actuelles. On voit par exemple ici, ça c'est une étude d'un de mes collègues des Pays-Bas, donc de Luc Armstrong, David Fontaine et Valerio Gentile, qui travaillent sur les épées de l'âge du bronze. Et ils ont travaillé notamment récemment sur cette épée qui date du bronze final, qui est une magnifique épée de type de Moringen, exactement comme celle que l'on a à Vaudrevenge. Et vous voyez ces espèces de petites encoches là qui sont extrêmement intéressantes et que l'on peut voir grâce au microscope et qui nous permettent d'avoir une idée de l'usage de cette épée. Pendant longtemps, on a pensé que cette épée elle a été balancée à la flotte. Comme beaucoup d'épées, on verra que c'est une pratique courante. On a longtemps pensé que ces épées peut-être n'avaient pas servi, qu'elles étaient juste là en offrande. Mais en fait, on se rend compte que la plupart des épées qui sont déposées sont des épées qui ont servi, au moins dans des duels, qu'elles ont été au combat et qu'on a donc eu des chocs violents et qui ont fait ces marques sur l'épée. Alors est-ce que c'est des épées qui ont servi à la guerre ou est-ce que c'est des épées qui ont servi dans des combats rituels? Ça par contre on n'en sait rien. En revanche, elles ont servi. C'est déjà un fait acquis. Et ça, seules les études micro, c'est le fait de retourner à l'objet, peuvent nous permettre de le dire. Et il y a donc une masse d'objets dans les musées sur lesquels il va falloir que l'on se penche très sérieusement dans les années à venir. Alors, il y a aussi, dans le cadre des études de musée, les études macro. C'est-à-dire qu'on va regarder comment un dépôt fonctionne dans son ensemble. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Là, je vous ai mis le dépôt de Kestenberg qui est à Vannes, qui a fait l'objet d'une étude par un collègue qui s'appelle Francis Bordas. Et la façon dont ce dépôt est composé, dont les différentes catégories d'objets ont été choisies, dont certaines ont été volontairement fragmentées, certaines comme les épées avec des tronçons qui sont particulièrement calibrés. Ça, c'est hyper intéressant pour nous et ça nous dit des choses sur la façon dont on considère ce type de dépôt. Là, pour donc Kestenberg, on a quand même 217 fragments, c'est énorme, et c'est un dépôt qui fait presque 28 kg. Donc c'est une masse de métal importante. Et c'est pas le plus lourd, hein, mais voilà, ce sont ce type de choses que l'on va faire. Alors, la question fondamentale, quand on aborde la question des dépôts de l'âge du bronze, vous l'avez vu avec les titres des expositions, c'est cette idée selon laquelle on a affaire quoi? À un trésor ou à des rebuts? Alors, à partir du moment où on questionne ces notions de trésor, bien évidemment, on associe à cette idée-là l'idée de valeur d'échange, de valeur qui donne une idée de la façon dont l'économie fonctionnait aussi à l'époque. Si on parle de trésor, on parle aussi d'économie. Avec le trésor, on évoque l'idée d'une masse monétaire. On pense à ça immédiatement quand on dit trésor. On pense à un ensemble de monnaies ou d'objets précieux qui ont été enterrés. Alors, quand on pense à des trésors, on peut aussi penser au fameux trésor de Guînes, au trésor de Badingham, que je vous engage à aller voir dans nos salles là-haut, qui sont aussi de très 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 beaux objets, découverts tous deux dans le Pas-de-Calais, des objets en or.
quand on voit ce type d'objet, bien évidemment, on pense à des trésors. Si on regarde Questembert, on pense à du bric-à-brac. Mais là, on pense très clairement à l'idée de trésor. La ceinture de Guines, elle a été découverte, donc, qui est ici, elle a été découverte par des particuliers en 1999, donc c'est relativement récent. Ballingen a suivi de quelques années la découverte de Guines. On est sur des pièces qui sont en or massif, donc la richesse, elle est quand même assez fondamentale. Là, elle est présente. Elle constitue quelque chose qui nous interroge. Pourquoi est-ce qu'on a enterré ces objets qui n'ont pas été enterrés n'importe où, mais qui ont été enterrés tous les deux dans des lieux qui sont des lieux humides, d'anciens marais. Donc ça, c'est une notion qu'il va falloir retenir parce qu'elle vient vraiment très régulièrement à chaque fois que l'on évoque la question des dépôts. Donc le trésor, c'est un ensemble de biens précieux amassés et cachés. Encore, faut-il s'entendre sur la notion de précieux. Par exemple, l'or, on le considère comme précieux aujourd'hui. A priori, on peut considérer, c'est une question qu'on m'a posée jeudi, on peut considérer que l'or était déjà considéré comme précieux par les populations de l'âge du bronze, puisque généralement, on va produire en or des objets exceptionnels. Mais, par exemple, le bronze, le cuivre, l'alliage cuivreux, est-ce que ça, c'est précieux? Est-ce qu'un lingot en alliage cuivreux, c'est précieux? Cette très belle ceinture de Guines, qui est un objet exceptionnel par sa matière, mais qui est aussi un objet exceptionnel par sa facture, qui est un travail d'orfèvre, c'est un véritable chef-d'œuvre. Donc ce chef-d'œuvre, cet objet qui est importable, qui pèse quand même 2,6 kg. Alors on appelle ça assez communément une ceinture, mais c'est un torque. C'est un torque géant. C'est un torque importable. C'est un torque inutilisable. Ça aussi, c'est une question. C'est un torque magnifique, sublime, très lourd et importable. Alors pourquoi faire? C'est une question qu'on aura l'occasion de se reposer encore de nombreuses fois aujourd'hui. Alors quand on parle de métaux précieux, est-ce qu'on pense au lingot de cuivre par exemple? Alors la définition du lingot, elle est importante. Le lingot d'or, c'est un trésor aussi. Hein, on est d'accord. Le lingot de cuivre, est-ce que c'est un trésor? La définition du lingot, un lingot, c'est une pièce de métal généralement coulée dans une forme simple et standardisée. Alors c'est le cas ici. Vous avez ici des éléments qui proviennent, voilà, ce sont des lingots bars qui ont été exposés à l'exposition de Berlin il y a 2 ans, consacrée aux grandes découvertes en Allemagne ces dernières années. Et donc le dépôt d'Oberding en Bavière, il contenait 796 lingots bars de cuivre. 796 lingots bars de cuivre. Vous imaginez la masse que ça représente, la richesse que ça représente? Ce sont des pièces qui sont datées du bronze ancien. Ils proviennent d'une culture qui est la culture du Nétis, qui est une culture particulièrement dynamique à cette époque du bronze ancien au nord des Alpes, parce que il y a dans cette région des gisements de cuivre particulièrement faciles à exploiter et qui ont boosté l'économie, la dynamique de ces populations entre 2200 avant notre ère et 1600 avant notre ère. Nebra, donc on le verra tout à l'heure, vient de ce secteur-là. Hein. C'est pas totalement anodin, c'est vraiment une zone particulièrement riche et dynamique à cette période de l'âge du bronze. Et dans cette période de l'âge du bronze, on va produire massivement ces lingots bars. Le dépôt d'Oberding contenait donc 796 lingots bars qui n'étaient pas disposés n'importe comment. Les lingots étaient associés par 10, voire éventuellement 15, mais la plupart c'était vraiment standardisé. Et vous remarquez le soin avec lequel, là, le dépôt a été prélevé sur le site. Il a été découvert en contexte d'archéologie préventive, et donc il a pu être prélevé en motte, sur place, et emporté en laboratoire où il a pu être fouillé et étudié longuement. Donc ça permet de vraiment comprendre comment ce dépôt et ces objets fonctionnaient ensemble. Donc on voit très très bien ici sur ces photos que je vous mets la façon dont chacune de ces barres était serrée, sans doute probablement qu'elles étaient liées entre elles
et donc normalisé exactement, finalement, comme de la proto-monnaie. On est sur quelque chose qui est standardisé, complètement, mais qu'on a enterré, et qu'on n'a jamais retrouvé après. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a oublié? Est-ce que ça c'est un trésor oublié, ou est-ce que c'est une offrande? Hein, c'est toujours à peu près la même question qu'on va avoir à se poser aujourd'hui. Donc voilà la poursuite de la fouille en laboratoire. Vous voyez le soin qui a été apporté et la façon dont on a pu du coup comprendre à la fois la manière dont ces objets avaient été déposés, le contexte archéologique dans lequel ils avaient été déposés, et aussi après une étude très très fine de chacun des objets, de chacune de ces barres, qui a permis de mesurer à quel point tous ces lingots barres étaient standards, de tous conçus sans doute dans le même moule. Et on retrouve à chaque fois ici la petite trace là qui marque l'endroit où la coulée du moule s'est rejointe. Voilà. Et ça c'est vraiment une marque de fabrique assez classique pour ce type d'objet. Alors, ce qui est assez fascinant avec ces lingots barres, c'est qu'on les trouve donc majoritairement dans toute cette zone de la culture unéticienne, donc plutôt au nord-est des Alpes, mais que l'on en a trouvé sur notre territoire, et qu'on en a trouvé une centaine sur le territoire français, quelques-unes dans l'Est, et on en a trouvé un dépôt de 71 lingots barres. Donc là, tout d'un coup, notre population de lingots barres en France a augmenté. Et non pas à l'est ce coup-ci, mais bien à l'ouest, à Saint-Valery-sur-Somme, dans la Somme, découverte par un archéologue bénévole en 2005, en bordure de la baie, et au niveau du Cap Cornu, donc un secteur qui en plus au niveau de la navigation est extrêmement intéressant, et par rapport à nos échanges avec l'Angleterre notamment. Et malheureusement, il n'y a pas pu y avoir de prélèvement en mode comme à Oberding, et donc on n'a aucune connaissance de la façon dont ces lingots barres étaient disposés dans le dépôt. Donc vous voyez que c'est une perte pour nous en termes de connaissances, en termes de données, quand on ne peut pas avoir ce contexte. Alors bon, après il nous reste l'étude macro des objets, donc on retrouve là aussi, on sait qu'on a effectivement des lingots barres qui proviennent tous du même lingot, enfin du même moule sans doute, et que probablement, alors on se pose la question de savoir si ce sont des objets qui ont été produits sur place, en fait, à partir d'un moule et d'un alliage de cuivre qui lui provenait bien de l'Est, puisqu'en fait, les analyses ont bien démontré que le métal dont provenaient ces lingots barres était originaire de l'Est de l'Europe, du Mitterberg, ou bien si en fait on avait des objets qui avaient été importés directement finis. Ça c'est une vraie grande question. Mais quoi qu'il en soit, ça rend compte de ces échanges entre l'Est et l'Ouest, échanges entre l'Est et l'Ouest qui sont aussi tout notre propos pour le dépôt de l'Anilis, qui lui aussi est une production qui ressort un peu de cette culture unéticienne, donc du bronze ancien de l'Est de l'Europe, et que l'on a retrouvé a priori en Bretagne. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors, donc, les dépôts de l'âge du bronze, on le voit bien avec cette question des lingots qui apparaît tout de suite dans les dépôts de l'âge du bronze, ils s'inscrivent pleinement dans ce qu'on appelle une société d'échange. Ça, c'est sans doute ce qui fait le propre de l'âge du bronze, cette qualité, cette importance de la circulation et des échanges. Échanges commerciaux avec d'autres producteurs, et on pense aussi sans doute échanges spirituels avec les esprits. Quand par exemple on dépose un objet pour l'offrir, c'est une forme de marchandage. Les objets que l'on dépose, on leur donne une valeur. Et la valeur des objets que l'on dépose sont à la hauteur de ce que l'on veut obtenir en échange. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait une offrande à un dieu, on lui demande quelque chose. On ne fait pas ça pour rien. Et donc, au cœur de toute cette problématique, j'insiste beaucoup sur la notion de valeur et d'échange parce qu'elle me semble essentielle pour comprendre cette notion de dépôt qui est à la base de toute la culture de la société de l'âge du bronze. Alors, j'avance un peu parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et j'arrive à tout à fait autre chose parce que j'aime bien surprendre. Et alors, quand on parle de trésors, comme celui des pirates de l'arrière-grand-père Théodule qui a été enterré dans le jardin, quand on veut découvrir un trésor, c'est qu'il a été
caché. Et cette notion de caché, c'est aussi quelque chose qui est important par rapport aux dépôts. Est-ce que les dépôts étaient réellement cachés ou est-ce que les dépôts étaient destinés à être retrouvés? Alors, je vous mets ici une photo du dépôt de la sorcière de Pompéi parce que on appelle ça le dépôt de la sorcière ou le trésor de la sorcière. Là encore, les deux mots sont utilisés. Ce qui m'intéresse ici, c'est que ce dépôt de la sorcière, pourquoi le dépôt de la sorcière? Parce que ce sont des objets magiques. Ce sont des objets qui ont été chargés de sens, de magie, par la personne qui les a cachés. Alors, elle ne les a pas enterrés, hein, la sorcière. C'est un objet, c'est un dépôt qui provient d'une maison de la Casa del Giardino à Pompéi. Il est daté du 1er siècle de notre ère. Et ce sont des objets, des petits objets du quotidien qui ont été rassemblés dans une boîte. D'accord ? Bon, la boîte était en bois, elle a disparu, mais il en restait les charnières, donc on est sûr que tout ça était effectivement bien caché. Et tous ces objets-là, ce ne sont pas des objets qui ont une valeur énorme, une valeur vénale énorme. En revanche, ils avaient été chargés de sens, ils étaient très importants pour la personne qui les a cachés là, parce qu'ils avaient un pouvoir. Et ça, c'est une autre notion aussi qui est importante, et qui permet de dire à quel point c'est difficile pour nous de comprendre quelle était la valeur des objets que l'on enterrait à l'âge du bronze. Qu'est-ce que les gens, quel était le sens dont ils chargeaient ces objets? C'est très difficile pour nous de le considérer. Il nous manque tellement de choses, et il nous manque notamment l'écrit, qui est effectivement toujours notre barrière fondamentale. Et en plus, contrairement à mon collègue de l'âge du fer, à Laurent, lui, il a les écrits des autres pour essayer de comprendre. Moi, on n'a même pas ça, nous, à l'âge du bronze. Il faut qu'on se débrouille un petit peu tout seul. Donc, on essaie de comprendre toutes ces notions, et tout ça rentre en ligne de compte pour aborder cette question des dépôts. Alors, ces objets qui sont chargés de sens, cette notion d'offrande, elle n'est pas propre, bien évidemment, à nos cultures européennes de l'âge du bronze. Je vous ai mis ici ce très beau dépôt de Todd qui est visible au musée du Louvre. Alors, il faut le chercher, hein, parce qu'on ne voit pas très bien. Il est dans une salle du Louvre où sont présentées un certain nombre de stèles, et en fait, il est situé au pied des stèles. Donc, il faut un peu se pencher pour le voir. C'est un dépôt extrêmement intéressant parce que c'est un dépôt qui a été déposé, enfoui à l'occasion de la fondation des temples, ce qui est quelque chose d'assez fréquent en fait. Dans les lieux sacrés, pour consacrer le lieu sacré, on va déposer quelque chose. C'est pas propre aux sociétés de l'âge du bronze d'enfouir des objets précieux pour les offrir aux dieux. Et l'autre chose qui m'intéresse avec ce très beau dépôt de Todd, qui a donc été découvert en 1936 près de Luxor, c'est cet ensemble de petites coupelles, hein, il y en a 153, qui sont toutes en argent, et a priori en argent du Mont Lorion en Grèce, et ce serait sans doute des coupes d'importation. Et ça soulève une autre question qui m'intéresse beaucoup, et qui intéresse beaucoup les dépôts de l'âge du bronze, c'est cette valeur des objets d'importation dans les dépôts. Pourquoi est-ce qu'un dépôt qui vient de l'étranger, qui vient d'ailleurs, a éventuellement plus de pouvoir ou est plus valorisé ou a plus d'intérêt qu'un objet qui aura été produit localement? Pourquoi est-ce qu'on a souvent des dépôts mixtes avec des pièces qui viennent d'autres endroits? Parce que peut-être que ces objets qui viennent d'autres endroits accroît encore la valeur des pièces que l'on offre, ou en tout cas donne un sens différent aux pièces que l'on offre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel travaille notamment une anthropologue américaine. Elle travaille beaucoup sur les empires aztèques. Donc c'est d'autres. Mais ça n'empêche que ces notions-là sont intéressantes pour nous aussi. Je pense que c'est des pistes de recherche qui n'ont pas encore réellement été exploitées et qui, à mon avis, seront tout à fait intéressantes par la suite. Voilà. J'avance un peu pour arriver à la notion de bric-à-brac, qui est donc l'autre pôle, attraction et répulsion des dépôts de l'âge du bronze. C'est cette notion d'objet de quincaillerie qu'on va réunir et qui aura été cassé, usagé, pas terrible, dont sans doute l'archétype pour nous en France, et qui est ici par chance au musée, est le très beau, très grand dépôt de l'Arnaud, que j'ai un petit peu étudié, donc que je connais un petit peu, qui est un dépôt découvert au XIXe siècle, bien évidemment, donc en 1865, comme beaucoup. On n'a pas le contexte, sauf quelques mentions, parce qu'en fait, il se trouve que le conservateur du musée de l'Eau-Sansonnier de l'époque, dès qu'il avait été mis au courant de la découverte,
s'était rué sur le site de l'Arnaud et avait interrogé les gens. Donc on sait un petit peu où ça aurait été trouvé, par qui, comment, mais ça reste très indirect quand même et ça ne vaut absolument pas un contexte archéologique. Donc on sait par exemple qu'a priori, cet ensemble d'objets qui comprend quand même plus de 1800 objets. Donc 1800 objets qui sont pour la plupart des fragments, d'accord, mais ça fait quand même un nombre considérable. Vous le voyez, c'est un des plus gros dépôts européens. C'est un dépôt qui a très peu d'équivalent en France et qui est constitué quasiment à 70% de fragments. Alors, des objets qui sont usagés, cassés, considérés comme bons pour la refonte, pour le recyclage. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a considéré tout de suite. Le dépôt de l'Arnaud, c'était un dépôt de fondeur. C'était un endroit où le fondeur avait sans doute caché sa masse de métal, son stock. Bon, peut-être. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que c'est des objets qui sont cassés, mais certains sont cassés quand même apparemment volontairement. L'étude macro, et notamment j'ai fait celle des bracelets, est particulièrement nette. Certains bracelets de ce dépôt ont été cassés, mais il faut y aller pour casser certains bracelets. Hein. Il faut le vouloir. C'est pas anodin. C'est un truc. Quel intérêt de vouloir casser absolument des fragments de métal? Alors, peut-être que c'est plus facile pour la refonte. Oui, mais alors pourquoi est-ce que ne pas les calibrer davantage? Alors, beaucoup de questions se posent. Il y a à la fois beaucoup d'incohérences et des schémas qui se retrouvent et dont on peine à comprendre la cohérence, autre des pratiques qui seraient peut-être de l'ordre du rituel. Alors ce dépôt, sur les 1500 objets conservés, juste pour vous donner un chiffre, 25 sont complets. Sur 1500, c'est pas beaucoup. Hein. 275 étaient cassés et sont reconstituables. Et le reste est du fragment. Et c'est du fragment, ce qu'on appelle le pars pro-toto, c'est-à-dire c'est du fragment, on a un bout, c'est tout. On n'a pas la deuxième partie. La deuxième partie qui peut-être, elle, a été refondue. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est éventuellement de considérer qu'il y a une forme peut-être de prélèvement de l'objet lors de la refonte. Il y en a une part pour le fondeur et une autre pour le dieu. Pourquoi pas? Dans une société d'échange, de marchandage, est-ce que ça pourrait être une forme d'équilibre? C'est à considérer. Alors les divers outils présents à l'Arnaud documentent les principales activités de subsistance des sociétés de cette période, notamment l'agriculture, l'arboriculture, la chasse, la pêche, les activités artisanales sur le bois, sur le métal. Il y a aussi la guerre, éventuellement, parce qu'il y a des épées, des fragments d'épées, et il y a la parure ou le paraître avec tous ces bracelets, ces pendeloques et ces éléments de ceinture aussi qui sont assez magnifiques. Donc on a un peu dans l'Arnaud toutes les catégories d'objets. Vous verrez dans les salles là-haut, la vitrine telle qu'elle est présentée aujourd'hui, on a essayé de présenter tout ça par catégorie c'est un véritable dictionnaire visuel ou catégoriel des objets de l'âge du bronze, du bronze final en Europe de l'Est. Donc c'est un dépôt tout à fait étonnant et intéressant. Alors ces dépôts de fondeurs, ces dépôts d'objets éventuellement sacrifiés ou dont le degré de fragmentation est particulièrement important, je vous disais, cette notion de la cassure, de la fracture, elle est essentielle pour nous parce que pour briser un objet en bronze comme ça, il faut au moins le cuire à 400 degrés. Hein. Et puis il faut une percussion directe au marteau, forte, costaud, pour le casser. Ça se casse pas comme ça, un objet de l'âge du bronze. Donc c'est vraiment toutes des fractures volontaires, ça on en est maintenant absolument certain. Et de même que lorsque l'on veut tordre un objet, et parfois le tordre pour le plier, ce qui n'a pas forcément du sens, il faut le réchauffer. Et on pourrait penser que le tordre, ça va permettre de minimiser la place que prendra l'objet pendant le stockage. Mais beaucoup d'objets ont été déformés
pour prendre plus de place, au contraire. Donc je dis, il y a assez peu de cohérence dans la façon dont tout ça est constitué. Pour revenir encore à cette notion de dépôt de fondeur qui pèse encore et qui a longtemps pesé sur le débat sur les dépôts, et qui est donc associé à ces grands dépôts de fragments. Donc je vous ai présenté l'Arno, on a San Francisco en Italie, on en a plein dans le nord de l'Europe et notamment en Angleterre. On a un certain nombre d'exemples à l'étranger, mais en fait quand on considère ça de manière globale, on se rend compte que ces très grands dépôts sont finalement assez rares. Les études récentes montrent qu'a priori, 75% des dépôts de l'âge du bronze comptent moins de 20 objets. Donc la plupart, 75%, c'est beaucoup, hein, des dépôts de l'âge du bronze que l'on connaît, comptent moins de 20 objets. C'est plutôt des petits dépôts. Ça, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est vraiment étrange. 20% des dépôts comptent jusqu'à 100 objets. Et seuls 5% des dépôts de l'âge du bronze seraient des dépôts monstrueux comme celui-ci. Des dépôts que l'on qualifie comme autrefois de fondeurs. Donc c'est vraiment des dépôts qui sont à la marge. Et le dépôt de l'Arno, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, il n'a pas été trouvé n'importe où. Il n'a pas été trouvé près d'un habitat. Ce que l'on pourrait éventuellement envisager si on avait un stock de bronzier à proximité de son habitat. Enfin, ça semble assez logique. Non. Il a été trouvé vraiment très à l'écart. Il n'y a pas d'habitat à proximité. Et comme dans la plupart des cas, il a été découvert à proximité d'une source. Donc à l'écart et à proximité d'une source. On verra que c'est vraiment des schémas récurrents et qui sont de plus en plus fréquemment observés suite aux découvertes récentes et aux recherches actuelles.